Bien, bonjour Marion, bonjour Olivier. Je vous laisse vous présenter et je vous remercie de nous présenter le CERT cybermaritime. Alors, bonjour, donc je m'appelle Marion Lachivert, je suis analyste CTI au sein du CERT ON. Olivier, je te laisse te présenter. Et voilà, et bonjour, moi je m'appelle Olivier Jacques, je suis le directeur technique et scientifique chez France Cybermaritime. Et merci de votre invitation. Eh ben voilà, c'est à moi de continuer, donc j'en profite. Écoutez, moi je suis très heureux d'être là pour vous parler un petit peu de cybersécurité sectorielle. Alors c'est un sujet dont on parle pas forcément encore beaucoup en ce moment en France, voire en Europe. On peut espérer que ça aille peut-être en s'améliorant dans les années à venir. Bon, vous connaissez le CERT santé, vous connaissez maintenant le CERT maritime. Il y a des choses qui se font du côté aéronautique et puis spatial, mais on a vraiment beaucoup de travail à mener encore pour convaincre en fait l'intérêt de la cybersécurité sectorielle. On va l'aborder aujourd'hui sur un angle orienté plutôt threat intelligence, mais il y a plein de sujets sur lesquels l'emploi en fait de la sectorialité de la cybersécurité est vraiment un apport important. Alors France Cybermaritime, juste pour vous expliquer en une diapositive, c'est le fruit finalement d'un groupe de travail entre des acteurs du secteur public, comme l'ANSSI, le secrétaire général de la mer, etc., et des acteurs privés, des armateurs, des industriels de la cybersécurité et du monde maritime. Et ce travail-là, il est parti d'un constat en fait de l'État français qui a été formalisé par un document du Premier ministre et qui notamment s'appuyait sur l'attaque NotPetya qu'on avait subi, rappelez-vous, à l'été 2017. Il y en a tellement maintenant qu'il faut se rappeler des dates, c'est pas forcément évident. Et NotPetya, ça a eu un impact très important sur le secteur maritime et portuaire dans le monde entier, notamment sur un armateur qui s'appelle Maersk, dont on a pas mal de connaître avec ses conteneurs bleus. Et Maersk, il opère de nombreux terminaux de conteneurs dans le monde entier. Et NotPetya, il a été impacté directement parce qu'il avait une filiale du côté de l'Ukraine déjà à l'époque. Et pour lui, voilà, ils ont reconnu en un peu plus de 300 millions de dollars d'impact pour Maersk. Il y avait des dizaines et des dizaines de kilomètres d'attente au niveau des ports opérés par Maersk parce que il y a plus de système d'information chez Maersk. Ils ont perdu, je crois que c'est entre 2 et 3 000 serveurs. Enfin voilà, ils n'avaient plus aucun service dans le monde entier et on savait plus quel conteneur est où est-ce que je dois le débarquer, etc. Donc des gros impacts. Et quand vous savez que Maersk transporte à peu près entre une banane sur 3 et une banane sur 4 dans le monde, et ben quand vous perdez votre système d'information, vous perdez d'un coup beaucoup de bananes. Pour vous donner une idée juste sur les bananes. Au niveau du continent nord-américain, les dernières infos qu'on a eues, c'est un coût qui a dépassé finalement le milliard de dollars pour les ports et les organisations maritimes au niveau du continent nord-américain. C'est un chiffre qui nous avait été donné par les gardes-côtes américains il y a quelques mois de ça. Et donc voilà, France Cybermaritime créée, donc c'est une association loi 1901 avec deux objectifs principaux. Vous les voyez en bas à droite. D'une part, anticiper, connaître et apprécier la menace. Alors, on en parlera tout à l'heure avec Marion, mais la menace générique qui touche le secteur maritime comme d'autres, et puis la menace vraiment plus particularisée, plus sectorielle, qui vise le monde maritime parce que c'est un secteur stratégique où il y a de l'argent, puis des enjeux stratégiques derrière importants. Et donc, notre volonté, c'était de connaître cette menace, de partager l'information au sein du secteur afin d'éviter effectivement la survenue d'incidents, puisque le meilleur incident, c'est celui qui n'arrive pas. Il faut le rappeler. Donc, nous, plus on protège, plus on diffuse dans l'information, mieux on se porte. Donc voilà. Création du MCERT. Donc, le MCERT, c'est le Maritime Computer Emergency Response Team. C'est un CSIRT national sectoriel maritime et portuaire qui a été créé il y a maintenant 2 ans. Il est donc membre de l'Intersat France depuis l'année dernière. Et puis, nous, on diffuse régulièrement des bulletins et des alertes au profit du monde maritime. Et donc, on a une RFC 2350, on a un site internet m-cert.fr et on va jusqu'à la coordination de la réponse à incident. On ne fait pas de réponse à incident parce que c'est un petit peu trop compliqué à faire d'aller porter assistance à des bateaux dans le Pacifique. Mais voilà, on fait de la coordination de réponse à incident. Et puis, on fait également des statistiques. Vous les voyez en haut à droite, ce qu'on appelle Admiral, qui est alors, je ne sais pas si ça existe beaucoup dans d'autres secteurs, on m'a dit que non. C'est une base qui référence finalement le nombre d'incidents de cybersécurité maritime publique
sur la période qui va de 1980 à 2023. Donc, on a terminé l'année 2022 à entre 95 et 120 événements. Et là, déjà, sur 2023, on est à plus de 80, je crois, maintenant. Donc, ça augmente très, très fort et très rapidement. Ceci étant évidemment la vision, tout ce qui est visible de l'iceberg de la cybersécurité, il n'y a pas d'informations privilégiées. On ne communique pas sur les incidents qu'on traite au profit de nos adhérents. C'est vraiment purement des informations issues de l'OSINT et d'informations publiques. Donc ça, c'est le CERT. Et puis, France Cyber Maritime, la deuxième mission, c'est contribuer à la création d'une filière d'excellence française en cybersécurité maritime. Alors, l'objectif, il est ambitieux. L'idée, c'est de créer des services qui soient adaptés au secteur maritime. Alors, je vous prends quelques cas, mais imaginez, vous êtes mandaté pour aller auditer un navire de 400 mètres de long. Vous ne connaissez pas du tout les bateaux, comment ça fonctionne. Je vous mets à bord du bateau, je vous fais faire 2-3 fois le tour du bateau et vous ne saviez plus où est l'avant de l'arrière et les hauts du bas. Donc, je ne vous parle pas en termes de système d'information. Sur des navires de croisière, vous avez entre 2 et 3, 4 000 points d'accès Wi-Fi. Vous avez des centaines de kilomètres de fibre optique à bord. Enfin, c'est des systèmes industriels, des systèmes de télécom. C'est vraiment un milieu très particulier, très industriel, passionnant, mais pour lequel il faut quand même avoir des connaissances un petit peu particulières pour vraiment pouvoir faire du travail de manière efficace. Et donc, on propose des services. Je ne vais pas tous les lister ici parce que je ne suis pas trop là pour faire de la pub, mais on fait notamment un bug bounty européen particularisé pour le monde maritime qui s'appelle Battleship, deuxième édition cette année. On fait de l'accompagnement de projets, on fait de l'assurance, de la conformité sectorielle, puisqu'on a des textes aussi sectoriels en cybersécurité qui doivent être appliqués. On fait de l'entraînement, de la formation, de la R&D, puisqu'on a des écoles et des centres de recherche. Et bien entendu, donc, de la CTI sectorielle. Et on a la chance et le plaisir de compter Aune parmi nos adhérents. Aujourd'hui, simplement pour vous expliquer, France Cyber Maritime, donc c'est 70 adhérents. Vous les voyez là sous vos yeux. On a un collège, 3 collèges, un collège acteur public avec des gens que vous connaissez peut-être comme l'ANSSI, Alcima. On a des régions aussi, la région Bretagne, la région Pays de la Loire. On espère d'autres régions bientôt qui nous rejoindront. Également des régions d'outre-mer, on espère. Des collectivités. On a un collège utilisateur avec des ports, des armateurs, des associations professionnelles, des fournisseurs de services numériques maritimes, et un collège solutions avec ces acteurs de cybersécurité français qui font de belles choses en gestion de crise, en assurance, en audit, en détection d'anomalies, détection d'intrusions, etc., etc. Donc, vous voyez un spectre et des missions assez larges, un écosystème, même si le terme est un petit peu galvaudé, mais un écosystème maritime qui se structure en termes de cybersécurité. Il y a encore beaucoup de travail parce qu'on est une toute petite association, hein. Moi, je travaille à temps partiel au sein de l'association. Mais voilà, on a quand même eu le plaisir de travailler en début d'année avec Aune sur ce panorama de la menace, hein, qui, à ma connaissance, est quasiment unique en Europe, au moins au niveau des frontières politiques de l'Europe, et dont la diffusion, en tout cas, a été extrêmement appréciée, sont en tout cas des retours que j'ai eus. Et je vais laisser la parole à Marion pour qu'elle vous présente les activités de Aune et puis le panorama. Alors oui, donc juste un petit reminder, comme on dit. Donc nous, on est l'enfant, on va dire, de Sequoia. Donc Sequoia qui date de 2008. Et donc l'année dernière, Sequoia s'est divisé en deux. Le côté produit software, donc Sequoia.io est parti d'un côté et toutes les activités de service donc, et de conseil se sont transformées en ON. Donc maintenant, nous sommes deux compagnies différentes. Pour un peu expliquer, voilà, pareil, ce qu'on est, ce qu'est on est divisé en 4 pôles. On va faire de l'audit, on va faire du conseil, avec la CTI, la Threat Intel, donc un peu au cœur de ce que va être notre CERT et de notre SOC. Voilà, on a des profils au sein du CERT, on a des profils assez différents, on va dire. On va avoir vraiment des profils assez techniques et des profils moins techniques, des juristes, des géopolitiques, des linguistes, des ingénieurs. Donc vraiment, on essaye de mélanger tout ça pour arriver finalement à nos analyses où ça apporte en fait différentes expertises, ce qui est assez intéressant. Donc, comme je disais, au niveau des langues, on a un panel assez important de maîtrise de langues telles que le russe, le chinois, l'arabe, l'ukrainien, l'espagnol, etc. Donc, voilà un peu
notre force, ce qui fait notre force aussi en termes de compréhension, notamment sur les forums, etc., où ça nous permet vraiment d'être au cœur des échanges. Je vais juste parler un peu avant d'introduire le panorama. Donc, comme le disait Olivier, donc, nous avons conçu le panorama et c'est le fruit finalement d'un échange avec le MCR depuis plus d'1 an où en fait on leur produit mensuellement un certain nombre d'indicateurs où on va faire un travail tous les mois, environ 5 jours par semaine, on va dire un suivi quotidien aussi, avec différentes sources. Ça va être nos capteurs d'OSINT, donc on va avoir des trackers techniques, on va surveiller les espaces d'échange cybercriminels. À partir de là, en fait, on va d'un côté suivre les campagnes de phishing et de spear phishing, suivre les groupes d'attaquants évidemment et les infrastructures. Et bien évidemment, si des malwares ou quoi sont intéressants, également comprendre un peu mieux leur fonctionnement. On a évidemment la veille presse et publications ouvertes quotidiennes. Donc voilà, le baromètre mensuel qu'on fournit au MCERT, on a 3 un peu directives. On va donc avoir les tendances qui vont être observées, les campagnes de phishing comme je disais, les principaux malwares qui vont être utilisés et qui vont viser spécifiquement le domaine maritime, la surveillance dans les bases de données et les accès donc vendus en ligne, ou encore bien évidemment les ransomware. On a aussi les travaux d'analyse, donc en suivant les TTP, également les évolutions des modes opératoires, en faisant des clusters, etc., pour caractériser finalement différents groupes d'attaquants. Ces 2 types de travaux donc, nous a mené donc, à une production où donc, ça va ressortir un baromètre mensuel, des articles d'analyse approfondie en fonction des mois et de ce qu'on va pouvoir découvrir. Et parfois des recommandations aussi. Voilà. Et donc, nous allons partir sur le panorama. Olivier, je te laisse commencer. Oui, merci Marion. Donc le secteur maritime, je ne sais pas si vous êtes tous des férus du monde maritime, c'est un secteur qui est vraiment passionnant avec énormément de ramifications, de complexité. C'est vraiment un intérêt hyper important pour plein de pays, dont la France, qui, je vous le rappelle, est la 2e zone économique exclusive au monde après les États-Unis. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. On a des armateurs, on a des ports, on a des navires, 386 000 emplois rien qu'en France, 80% du trafic maritime mondial en volume qui passe par la mer. Autant vous dire que, vous rappelez-vous le Covid, il y a un moment donné, on trouvait plus grand-chose dans les magasins. C'était notamment parce que les navires avaient arrêté de circuler, etc. Donc voilà, un petit soubresaut dans l'économie maritime peut avoir quand même beaucoup de conséquences pour énormément d'économies. Et on oublie souvent, mais les téléphones portables qu'on a tous, ou nos ordinateurs, et la plupart des équipements tech passent par la mer avant d'arriver en Europe. Il y a plein de gens qui pensent que ça passe par l'avion. Dans la plupart des cas, ça arrive plutôt par des conteneurs. Donc, les ports, importants, plein de sortes de ports différents, ce qu'on appelle des smart ports maintenant, des ports extrêmement interconnectés avec beaucoup d'acteurs, d'opérateurs, des douanes, des services publics, des services privés. Des navires, pareil, beaucoup de navires différents, des navires à passagers, des porte-conteneurs, des méthaniers, des pétroliers, des navires qui transportent du gaz naturel liquéfié, etc., des navires de recherche, des navires câbliers. On a pas mal parlé des câbles sous-marins avec les petits enjeux géopolitiques du moment. Les armateurs, bien entendu. Également très divers, des petits armateurs, des grands armateurs, souvent pas de RSSI chez les armateurs, il n'y a pas d'équipe cyber ou de SOC ou autre chose chez la plupart des armateurs. Des installations offshore, des infrastructures sous-marines, et puis toute une pléthore, une myriade d'entreprises qui travaillent autour de ce secteur-là, de l'industrie navale, des chantiers navals, la plaisance, le secteur du luxe, la pêche, l'aquaculture, les EMR, les administrations, des écoles. Enfin, vous voyez vraiment un nombre très important d'acteurs qui travaillent finalement au profit de l'écosystème. Tu peux passer à la diapo suivante. Donc, ce qu'on a identifié, nous, effectivement, en 2022, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est 90 incidents qui ont été identifiés au niveau public au sein du secteur maritime. Le trio de tête ne change pas énormément. On a des armateurs, on a des ports, on a la logistique et les transports. Ce qui est intéressant, c'est surtout cet acteur-là, logistique et transport. On s'aperçoit qu'autant les armateurs et les ports sont parfois régulés,
par certaines directives, qu'elles soient internationales ou européennes, autant la logistique et les transports, on a un petit peu peur puisqu'on a énormément d'acteurs qui ont été touchés en Europe et puis notamment en Asie également, aux États-Unis. Et finalement, on s'aperçoit qu'il y a un niveau de maturité qui est extrêmement faible sur ces acteurs-là et pourtant, ils assurent un rôle essentiel pour l'acheminement des denrées et des biens au sein du secteur maritime et vers les autres secteurs. D'accord? Une augmentation aussi un petit peu inquiétante des attaques sur la supply chain. Vous avez entendu parler de choses comme KASAT. KASAT, ça a eu des impacts un petit peu au niveau maritime, mais il y en a eu d'autres, des acteurs des services numériques, par exemple, au profit du monde maritime, qui ont été impactés. Si on regarde l'augmentation, effectivement, on voit qu'il y a une augmentation assez sensible par rapport à 2021. Bon, plus 20%, c'est à peu près ce qu'a dit l'ANSSI au niveau du nombre d'attaques publiques, une fois de plus. Par contre, par rapport à 2020, voilà, ça fait plus 235%. Donc, c'est quand même une augmentation assez importante. Alors, vous me direz, oui, bien sûr, les capteurs, on a plus de capteurs qu'avant. Oui, effectivement. Donc, le fait d'avoir plus de capteurs, plus de gens qui regardent, ça peut faire augmenter de manière un petit peu artificielle les chiffres. Pour autant, je vous dis, on creuse beaucoup pour regarder sur les années précédentes. Des fois, on trouve des attaques qui ont eu lieu il y a 2-3 ans. Donc, ces chiffres-là, on essaie de les actualiser du mieux possible. Et il y a quand même eu une augmentation réelle du nombre d'attaques qui a touché le secteur maritime et portuaire. Et puis Marion en parlera tout à l'heure, mais on a quand même beaucoup d'attaques ou de tentatives d'attaques qui, en premier lieu, passent par des attaques de phishing et de spear phishing. Tu peux passer à la diapo suivante. Euh, En Europe, si on regarde juste la partie européenne, tous les pays sont touchés globalement. Il n'y a pas de pays qui passent un petit peu au travers des mailles du filet. Je ne vais pas tous vous les citer. On a eu le port de Lisbonne, on a eu des événements en Italie avec des attaques par des services distribués sur des ports italiens. On a eu au Royaume-Uni, chez des armateurs, chez des assureurs, chez des ports, le port de Londres qui a été touché par exemple. On a eu des attaques en Finlande, on a eu des attaques en Allemagne, en Belgique, quelques attaques en Ukraine également. Voilà, donc, alors, il y en a qui m'ont posé la question, parce qu'on a présenté le panorama à d'autres reprises. On a senti, je pense que Marion, tu pourras le confirmer, une petite augmentation du nombre d'attaques sur les pays de l'OTAN, on va dire. On va regarder un peu plus loin que la partie européenne, mais sur les pays de l'OTAN, on a vu effectivement une augmentation un peu supérieure liée au contexte géopolitique. C'est pas extrêmement marquant, mais c'est existant. Le nier, ce serait un petit peu bizarre. Donc, on a senti effectivement une augmentation, essentiellement de la menace activiste et des attaques par déni de services distribués. Je pense que tu peux passer à la suivante. Ouais. Je vais te laisser la parole. Oui, très bien. Donc, on a repris un peu ce que. On n'a pas suivi totalement le panorama. Là, en fait, on a identifié dans ce panorama donc 3 menaces principales, l'étatique, la cybercriminelle et l'activiste. Et là, pour vous présenter un peu, on se base sur la kill chain, c'est-à-dire comment cette menace utilise les vecteurs d'intrusion initiale, les malwares qui sont délivrés et également les objectifs donc, de leurs attaques. En ce qui concerne donc, les vecteurs d'intrusion initiale, évidemment, les campagnes de phishing donc, comme l'a dit Olivier, sont encore très présentes. Donc, le phishing demeure très clairement le vecteur d'intrusion privilégié et bien évidemment dans tous les secteurs confondus. Le maritime n'échappe donc pas à cette règle. Toutefois, on a pu se rendre compte que certains acteurs s'intéressaient principalement, ou du moins de manière assez précise, au secteur du maritime en personnalisant en fait les campagnes d'attaque. Plusieurs campagnes donc, ont été identifiées au cours de l'année 2022, exploitent ainsi des mots-clés, des images ou des formats de documents, des signatures ou des pièces jointes, bref, vraiment des patterns qui ancrent en fait dans la réalité du secteur maritime. Le ONCERT suit d'ailleurs donc quotidiennement les campagnes d'hameçonnage et on s'est rendu compte que 2 armateurs étaient particulièrement usurpés. Alors, durant l'année 2022, mais bon, globalement, ça se poursuit encore là en 2023, donc c'est quand même des tendances assez fortes parce que des gros armateurs que sont Maersk et CMA-CGM. Ce qu'il faut juste préciser, c'est que dans ces campagnes de phishing, on peut différencier 2 types d'usurpation. Les campagnes donc, qui vont viser spécifiquement les acteurs du secteur maritime, donc vraiment des entreprises au cœur de ce secteur-là, et des campagnes qui vont en fait
usurper lui-même l'écosystème maritime pour viser d'autres secteurs, typiquement la logistique, etc. Donc vraiment, il y a ces deux nuances à apporter, bon, mais qui permettent de mieux comprendre aussi comment cet écosystème interagit et vise le secteur maritime. Donc, si on peut voir sur les slides, là, c'est peut-être pas forcément très clair, mais si on se base un peu sur MitraTac, on peut différencier donc les techniques de Spearfishing Link et Spearfishing Attachment. Pour le Spearfishing Link, donc on voit les thèmes d'ingénierie sociale. Ils vont reprendre donc le vocable qui est propre donc au secteur maritime, que ce soit à travers la facturation, la livraison, les bons de chargement ou encore les suivis d'étapes de transport. Donc, on peut voir à chaque fois où une APT a spécifiquement visé, par exemple, une exposition et conférence donc, maritime au Pakistan, ou des fausses offres d'emploi aussi. On se rend compte quand même que ce sont des attaques, en particulier APT, on n'a pas pu identifier forcément en Europe, mais plutôt au Moyen-Orient ou en Asie. Et en ce qui concerne donc, le Spearfishing Attachment, on s'est aussi rendu compte donc, que pour être crédible, les noms donc, de fichiers malveillants joints aux campagnes reprennent en fait 5 thèmes suivants, les suivants qu'on voit ici, qui peuvent être parfois imbriqués aussi. Donc, on va avoir les noms des navires, les zones géographiques, les noms d'acteurs du secteur, DHL, etc. Le suivi aussi des étapes logistiques, donc vraiment tout le process qui peut être utilisé dans le jargon maritime, les facturations aussi, donc vraiment pareil, un certain nombre de mots-clés qui rentrent. On peut le voir avec aussi Bill of Lading, ou donc le bon de chargement. Donc, on retrouve régulièrement, c'est vrai qu'on les retrouve aussi facilement sur Google, etc., enfin, en accès libre. Donc, en fait, on voit très clairement qu'est-ce qu'on peut y mettre dedans. Donc, c'est relativement facile donc, d'usurper ce genre de document. À côté donc, de ce type d'intrusion initiale, on a aussi bien évidemment l'achat d'accès en ligne. Donc, on a évidemment le cas des Initial Access Brokers. On a pu avoir, donc, régulièrement, on est plus du côté des opérations opportunistes. On a pu identifier des victimes, donc sur différents forums où on voit un transfert de ces données. Donc, on a des entreprises fournissant de l'électronique maritime, des agences ministérielles en lien avec le maritime aussi, des chantiers navals, des académies maritimes aussi régulièrement visées. Et bien évidemment, en termes de données vendues, on a pu voir les génériques, c'est-à-dire les noms, les prénoms, les emails, les adresses, les téléphones, des coupes d'identifiants, des mots de passe, mais des choses un peu plus précises, comme des clés privées de systèmes vaisseaux de yachts privés, de navires militaires. Voilà, c'est tout des choses plus, on va dire, génériques et des choses un peu plus précises, donc qui peuvent être en mesure, qui sont vendues sur les différents forums. C'est vrai que ce que tu dis là, c'est vraiment important. C'est de bien de mesurer l'impact en fait des fuites de données. On est tous, je pense, débordés par les annonces de fuites de données parce qu'il y en a tous les jours à des échelles énormes. Ce qui est intéressant au niveau sectoriel, c'est de comprendre finalement les impacts que ça peut avoir parce que lorsque vous avez des clés privées de systèmes DSAT qui partent dans la nature, ça peut avoir de véritables impacts pour toute une flotte de navires, etc. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui veille ça et qui soit capable d'alerter les personnes en conséquence là-dessus. Donc, c'est pour ça que cette approche sectorielle de la cybersécurité, elle est vraiment, vraiment importante. On a aussi un cas un peu plus spécifique qu'on a pu identifier, c'est le cas de l'utilisation des clés USB. En fait, ce qui reste des vecteurs potentiels de propagation encore aujourd'hui. Donc, au sein du secteur maritime, tout simplement, et là, si tu veux rajouter aussi Olivier, mais généralement, certains SI sont déconnectés donc, du reste de l'infra, on va dire IT classique, en particulier les systèmes de contrôle industriel. Et en fait, on s'est rendu compte que des opérations de maintenance préventive ou corrective dont ces instances-là ont besoin, beaucoup en fait ont recours aux clés USB donc pour ces opérations de maintenance et donc ces clés USB vont être utilisées sur différents en fait bateaux ou autres systèmes et donc ça va être un risque d'infection par rebond sur un ou plusieurs systèmes d'information.
Ça, c'est un vrai enjeu, hein, parce qu'effectivement, les maintenanciers, ça peut être des maintenanciers qui font le tour de l'Europe avec leur clé USB, ils vont en Asie, etc. Et à chaque fois, ils vont se connecter sur un bateau différent pour faire des opérations de maintenance, notamment sur des systèmes industriels. Donc, vous imaginez effectivement les risques d'infection multiples qui sont inhérents. C'est vraiment, vraiment très important de bien prendre ce risque-là en compte. Donc, les supports USB aujourd'hui sont encore une bonne source de menace qu'on a tendance parfois à oublier. Il y a aussi, et donc je sais pas pourquoi il me manque une petite slide, mais c'est sur l'exploitation des vulnérabilités, évidemment, qui reste un vecteur initial assez important, utilisé en particulier par les ransomware notamment. Donc, c'est relativement générique, mais voilà, c'est quand même aussi un vecteur assez utilisé par les attaquants, et pas que d'ailleurs, ça peut être aussi l'attaquant étatique qu'on a pu identifier. Mais généralement, les ransomware ont été particulièrement friands durant l'année 22 de ce type d'intrusion. Donc, les malwares délivrés. Évidemment, là, le ONCERT donc, a mis en place un certain nombre de capteurs. Donc, il nous a permis de collecter, durant l'année 2022, plus de 2200 binaires donc malveillants, et donc plus de 1600 donc, ont été reconnus comme étant des infostealers. Ces chiffres, globalement, vont confirmer la tendance générale. C'est que la majorité des sujets relatifs au code malveillant sur les forums cybercriminels en 2022 concernaient en fait les infostealers. Et ça continue aussi pas mal encore aujourd'hui. Et donc, en fait, ces codes malveillants vont être vendus sur différents canaux en tant que malware as a service. Donc, en fait, sur le plan un peu plus méthodologique, tous ces indicateurs collectés ont fait l'objet d'enrichissement afin d'identifier donc les différents types de codes malveillants qu'on pouvait voir, les techniques employées, et essayer d'ailleurs de remonter sur certains, et en particulier ceux qui sont aussi remontés à les infras, même si ça se noie finalement ça se noie particulièrement puisque ce sont des menaces quand même relativement génériques. Mais nous avons pu identifier donc, en ce qui concerne le secteur maritime et qui visait le secteur maritime, 24 familles d'infostealers, avec une constante augmentation donc, du nombre de fichiers malveillants, avec un pic en fin d'année. On a une présence en fait équilibrée d'infostealers assez connus, que ce soit Formbook, Agent Tesla ou Lokibot. On a pu identifier des nouveaux également, comme Vector Stealer, qui reste pareil dans la même veine que les autres. Et on a également eu durant l'été un pic dans l'utilisation de Snake Keylogger et Remco, sans savoir vraiment pourquoi sur le domaine maritime, mais c'était globalement aussi sur les autres secteurs. Donc voilà, il y a des tendances, mais elles se noient quand même dans les tendances globales. On a aussi donc évidemment avec les APT des malwares donc qui vont bien évidemment être utilisés et à l'encontre d'entreprises du secteur maritime. En ce qui concerne les motivations des États, on est donc on va être soit sur du sabotage, soit afin de mener, donc ça va être des malwares dont le but est plus d'espionner afin de récupérer des avances stratégiques ou économiques, puisque le secteur maritime étant quand même un secteur très stratégique. Et bien évidemment, vont être également utilisés pour des campagnes de désinformation ou encore d'influence. Nos analyses, on a creusé le sujet sur PlugX, donc qui est un Remote Access Tool. Donc, il va installer une porte dérobée sur les systèmes compromis. Donc, généralement, les attaquants vont exploiter ce malware afin de se prépositionner, afin de mener des exécutions de code malveillant à distance sans être détectés. Et on a pu en fait identifier 7 navires qui ont été compromis par le malware PlugX. Et en fait, ça fait un peu un rebond sur ce que je disais au début, c'est-à-dire que une clé USB a été utilisée pour délivrer ce malware sur ces navires-là. Donc, c'est vraiment, et là, on est vraiment PlugX. Maintenant, on commence à se noyer entre l'étatique et le cybercriminel, puisqu'il est utilisé par différents types d'attaquants. Mais on a pu remonter, découvrir que 7 navires, par ce vecteur d'intrusion, ont été impactés par PlugX. Donc, c'est aussi intéressant un peu de voir ces cas-là.
Et donc, on arrive évidemment aux objectifs de ces attaquants. Donc, différents types d'objectifs ont pu être identifiés, que ce soit pour la revente de données. Donc, tout simplement, là, on se positionne plus sur du cybercriminel, l'espionnage, le brouillage GNSS, le sabotage, où là, on se positionne plus soit sur l'APT, soit sur l'activisme aussi, qui est un peu leur but également. On a une forte prédominance aussi du business email compromise, le rançonnage qui est bien évidemment la menace phare dans le nombre d'attaques totales qu'on a pu en source ouverte identifier. Et donc, bien évidemment, comme disait Olivier, le DDoS avec les perturbations politiques et donc ces nouveaux groupes qu'on dit activistes. Donc, en ce qui concerne le rançonnage, donc sur les attaques qui ont été recensées au cours de l'année 2022, donc 56 attaques qu'on a pu évidemment identifier, donc en restant vigilant sur le chiffre, mais 56 attaques donc, ont été recensées. Bien évidemment, le ransomware restant une menace générique, aucun groupe n'est spécialisé dans l'attaque spécifique d'entreprises du secteur maritime. Toutefois, on a trois malwares qui vont quand même avoir une prédominance dans leur présence, mais finalement, donc, ce sont des malwares qui ont aussi été présents sur l'ensemble de l'année 2022, donc ce sont Logbit, Conti et Play. Donc, étant donné que c'est une menace assez criminelle, cybercriminelle, c'est essentiellement de l'opportunisme. Toutefois, on a pu voir justement que le conflit russo-ukrainien avait certains impacts, dont un qui était donc aussi donc, sur le DDoS, comme on verra plus tard, mais également avec la ransomware, puisqu'on a pu en fait voir que certains, alors là c'était avant le conflit, mais que le rançonnage pouvait être utilisé pour des raisons politiques et non pas que financières. Donc, par exemple, c'était le cas du groupe biélorusse Cyberpartisan. Donc, c'était un groupe d'activistes aussi qui avait lancé, en fait, c'était sur des infrastructures ferroviaires. Mais voilà, le but, c'est de démontrer en fait que ils ont pu, le ransomware peut être utilisé, et on le voit de plus en plus, pour d'autres raisons que seulement pécuniaires. Le business email compromise, donc, qui est également omniprésent dans les remontées des indicateurs que le ONCERT donc, regarde régulièrement. Globalement, on est tombé sur une campagne donc d'un acteur que nous avons nommé Poséidon IL001, qui serait actif depuis au moins 2019 et qui l'est encore aujourd'hui, puisque nos capteurs le détectent encore, et nous regardons encore un peu comment il interagit et quelle est l'évolution potentielle de ces modes opératoires. En 2022, donc, son mode opératoire se caractérisait donc par l'usage de techniques d'hameçonnage, l'utilisation évidemment de l'infostealer Lokibot. S'il visait spécifiquement, donc si on a pu identifier qu'il visait spécifiquement le domaine maritime, il visait aussi globalement la logistique en typo-squattant, ou du moins en usurpant l'identité DHL, ou encore plus globalement avec Excel, en usurpant Excel ou Outlook. Voilà, il est aussi très générique, mais on a pu vraiment constater que le secteur maritime pouvait être visé dans des campagnes précises. Ça nous a permis aussi, en fait, les faisceaux d'indices qu'on a pu recueillir nous ont permis de relier cet acteur-là à un cluster, donc nommé Silver Terrier. Le ONCERT estime donc quand même avec un certain niveau de confiance assez élevé. L'objectif, en fait, finalement, de Poséidon, c'est le vol de données et la réutilisation dans le cadre de ces fameuses attaques BEC. Sachant que les faisceaux d'indices qu'on a pu
établir pour lier en fait ces deux acteurs, on va dire, sont l'utilisation évidemment de Lokibot, mais qui peut paraître, parce que utilisée de manière assez libre. Mais on avait en fait des domaines typo-squattés qui étaient identiques. La victimologie qui était quand même très similaire, à savoir les domaines de la technologie, manufacturing, transport, enfin voilà, tout ce qui était maritime aussi. Et l'identification en fait d'un numéro de téléphone, parce que ce groupe Silver Terrier a été en fait relié à un groupe nigérian de Beck, donc c'est assez, on va dire, assez courant que le Beck, enfin voilà, une certaine communauté là-bas qui utilise ce genre de stratagème, on va dire. Donc voilà, c'était un peu, on essaye toujours d'ailleurs de continuer à suivre ce mode opératoire pour comprendre et pour suivre sur du long terme en fait, et savoir s'il y a vraiment un impact, si le secteur maritime reste dans le viseur ou si finalement cette menace peut-être disparaît un peu plus. Mais voilà, on reste quand même sur régulièrement de la donnée qui vise spécifiquement le domaine maritime. Et pour finir donc, ces quelques slides, on en vient évidemment sur l'année 2022, les conséquences donc, du conflit russo-ukrainien. Donc avec ce regain de nationalisme à l'origine de l'émergence d'un certain nombre de groupes, on va dire cybercriminels, politiques ou activistes, donc qui ciblaient évidemment les institutions ukrainiennes, mais également tout pays apportant son aide à l'Ukraine. Et donc, par ce biais-là, un certain nombre d'institutions en lien avec le domaine maritime et en particulier des ports ont été visées. Donc, on le voit, il y a un tableau sur le slide qui montre un peu les différents types les cibles, donc des ports, le port de Londres, Tallinn. Vraiment, il y a quand même des ports européens qui ont été visés. Et les acteurs, en fait, sont ceux qu'on connaît actuellement, ceux qui ont sévi durant l'année 2022 et qui sévissent encore durant l'année 2023, que sont Kidnet, No Name, essentiellement. Donc, avec, bien évidemment, toujours comme l'objectif, c'est déstabiliser. En soi, les attaques DDoS donc, qui mènent vont empêcher le fonctionnement un certain nombre de temps, mais voilà, il y a toute cette visibilité et tout finalement nous on surveille particulièrement Kidnet, on a fait pas mal d'analyses dessus, on suit régulièrement sur les forums et c'est vrai qu'il y a ce côté où on tombe aussi de plus en plus dans les campagnes de désinformation plus que des capacités cyber, mais on est vraiment dans cette optique de porter atteinte à l'ennemi, donc qui est pour le coup les pays, comme on disait, de l'OTAN également, qui sont spécifiquement visés aussi. Mais voilà, il y a cette vraiment volonté politique de déstabiliser, puisqu'on s'est rendu compte quand même dans le suivi de ces différents acteurs qu'en termes de capacité cyber, on reste quand même fortement limité. Mais en revanche, en termes de capacité de nuisance, c'est quand même assez important et l'impact sur 2022 a quand même été assez important. Olivier, si tu veux rajouter des choses. Non. Alors effectivement, la perturbation politique, etc., par des attaques en DDoS, ça fait du bruit, hein, ça fait du bruit sur les réseaux, dans la presse, etc. Il faudra quand même faire attention à ce que ces groupes-là n'aillent pas s'intéresser à d'autres interfaces HTTP que des sites internet, comme pas mal d'API qui utilisent parfois des protocole HTTP pour échanger, notamment pour tout ce qui est échange de données informatisées dans le secteur logistique. Et là, ça pourrait faire beaucoup plus mal que des simples sites internet sur lesquels finalement l'impact reste relativement modéré, hormis des atteintes à l'image de marque. Voilà. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, un grand bravo à Marion et Olivier pour leur présentation. On va couper l'enregistrement.